Eh bien, bonjour tout le monde. Romain, es-tu avec nous? Bonjour à tous, oui. Bienvenue pour cette première réunion de la communauté Startup Silicon Valley. Donc, on a De le l'année. plaisir 2021. Exactement, bravo. Ouais. Donc, On a le on a. plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui donc Farouk Raït, le nouveau coordinateur de la French Tech Côte d'Azur, et Philippe Elie de Infoblox, qui fera une petite présentation de comment transformer sa startup en scale-up. Et puis après, on fera aussi quelques annonces avec Romain sur justement notre communauté et sur la création de différents outils, puisque maintenant, on est dans une phase où on va devenir on va être en phase active et on va essayer de se regrouper. En tout cas, on en parlera avec Romain. Donc, je crois dans l'ordre d'apparition à l'écran, Romain, c'est Farouk qui va prendre la parole. Hum. Farouk, qu'on connaît déjà sur Sophia Antipolis, puisque qu'on connaît même de la fac de lettres pour certains langues, donc ça fait quand même quelques années. Voilà, donc Farouk qui était déjà bien très impliqué sur Sophia Antipolis il y a quelques années. Et puis voilà, maintenant on se retrouve au niveau de la French Tech Côte d'Azur. Bienvenue Farouk à la French Tech. Merci. Et puis tout de suite, avec Romain, il était évident de te donner la parole pour représenter ou présenter cette French Tech qui repart et voilà, pour moi, avec une nouvelle dynamique, avec cette dynamique aussi des 4 territoires, Nice, Cannes, Grasse et bien évidemment Sofia. Et je te laisse la parole si tu en es d'accord pour cette belle présentation. Ok, c'est bon. Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Vous m'entendez bien? Impeccable. C'est bon? Donc, merci à Télécom Valley pour l'invitation. C'est ma première intervention depuis que je suis à la French Tech Côte d'Azur, donc ça fait un mois exactement. Donc, je voulais vous remercier tous pour cette initiative. Comme tu l'as dit, moi, je connais un petit peu Sophia Antipolis puisque j'y ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc, la French Tech. Alors, je vous ai préparé une petite présentation, j'espère que vous la voyez tous. Voilà, je vais faire un peu de lecture. Donc, l'objectif premier du label Métropole French Tech était de susciter partout en France une mobilisation collective de tous les acteurs privés et publics en faveur de la croissance des startups françaises. Attendez, j'ai un petit problème avec mon défilé. Voilà. Voilà, en 2013, quelques chiffres, quelques dates. En 2013, c'était donc le lancement de la French Tech. 2015, première labellisation pour la French Tech Côte d'Azur. En 2016, c'est la création de l'association French Tech Côte d'Azur qui regroupe, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, 4 territoires. Le territoire de Grasse, de Cannes, de Sophia Antipolis et de Nice. Donc, chaque territoire est représenté par une association. Télécom Valley pour Sophia Antipolis, le club des entrepreneurs de Grasse pour Grasse, Cannes Is Up pour Cannes et Nice Startup pour Nice. En 2019, donc la première labellisation, et en 2020, c'est l'inauguration du Totem French Tech. Donc, le Totem French Tech, c'est le lieu qui réunit les startups et les services publics. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la French Tech, c'est le mouvement français des startups. C'est l'écosystème qui réunit les startups, mais aussi les investisseurs, les décideurs et les community builders. Vous me dites si je vais trop vite. C'est bon? Non, c'est parfait. Enfin, pour moi, c'est parfait. OK, alors je vais faire un zoom sur l'association French Tech. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été créée en 2016. En ce moment, nous sommes en train de modifier les statuts pour rendre l'association plus agile. Donc, j'ai parlé des 4 territoires. Et au niveau national, nous sommes représentés par la French Tech Mission, qui se situe à la station F. Et la French Tech Mission est en lien directement avec le ministère de l'Économie. Aujourd'hui, sur la French Tech Côte d'Azur, il y a environ 150 startups sur les 4 associations. Le board de la French Tech, donc on a un collège d'entrepreneurs, un collège collectivité territoriale, un collège institution, un collège écosystème et un collège entreprise, 2 coprésidents, Éric Léandri et Cédric Messina, un bureau et un comité stratégique.
Alors, la French Tech Côte d'Azur, c'est un lieu. C'est donc le Totem French Tech qui a été inauguré donc en février 2020. Il se situe dans le centre-ville de Nice, dans le quartier Notre-Dame. Et ici, nous avons un espace de 140 mètres carrés avec 3 univers, une grande salle de présentation. J'aurais pu zoomer avec la caméra pour vous montrer, mais ça, je vais essayer de faire ça, tiens. Un peu d'action. Voilà, je vais vous montrer l'extérieur de la French Tech. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, nous sommes en plein centre-ville de Nice. Donc, et nous avons donc une grande salle de réunion, des bureaux et une petite salle de réunion. Juste ma caméra. Voilà. Donc, c'est un lieu qui, le Totem, c'est un lieu qui est ouvert aux acteurs de l'écosystème, de l'innovation et du numérique. Ça peut être des acteurs privés comme des acteurs publics. Nous accompagnons 2 associations, ASUP et Les Premières Sud, qui est un incubateur. Nous, en 2020, il y a eu plusieurs actions, plusieurs événements sur ce totem, au niveau du Totem. Donc, il y a eu le lancement de French Tech Central, les cafés Totem organisés par Nice Startup et la place business qui est organisée par la Chambre de commerce. Donc, c'est un lieu de rayonnement. On travaille beaucoup avec les acteurs de la politique de la ville pour modifier un peu ce quartier du centre-ville de Nice. Voilà, je voulais faire un petit focus rapide sur le French Tech Tremplin. Le French Tech Tremplin, c'est une initiative qui est d'attirer vers les startups des populations qui n'avaient pas l'habitude de venir jusqu'à présent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait forcément des études d'ingénieur, qui ne sont pas dans des grandes écoles, plutôt des populations défavorisées. Donc, ça se passe à 2 niveaux. Il y a eu d'abord une prépa avec 20 000 € d'aide et ensuite une partie incubation avec 30 000 € d'aide et 1 an d'incubation. Aujourd'hui, en 2021, nous avons 12 projets incubés. Donc, ils sont incubés chez Les Premières Sud, au village Baïséa, etc. French Tech Central, donc l'idée c'est de faire des ministères et des services publics des partenaires privilégiés pour le développement des startups. À ce titre, nous allons lancer réellement l'opération en 2021, au premier semestre. Nous avons identifié une dizaine d'interlocuteurs, la BPI, l'URSSAF, la Direct, l'UGAP, la Banque de France, l'INPI. Et l'idée, c'est vraiment de rapprocher et de créer un guichet unique et de rapprocher donc ces services publics avec les besoins des startups. Donc, ça se passera bien sûr au Totem. Et ça, on informera nos partenaires, dont Télécom Vallée, d'ici quelques semaines. Voilà, la French Tech Côte d'Azur, c'est booster le financement des startups, accompagner à l'international, nourrir un vivier de talents, fédérer et faire rayonner l'écosystème et promouvoir la technologie durable et inclusive. Voilà, là, 3 opérations, French Tech Visa, dont vous avez déjà entendu parler, le French Tech Tremplin et le French Tech Central. Et voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment on peut me faire passer les questions. Alors, les questions, on te les fait passer. Nous, on a le chat. Ouais. Et donc, voilà. Donc, s'il y a des questions par rapport… c'est important aussi… voilà. Donc, notre ami Cédric pose la question. À quoi correspond la partie durable? C'est le coq, il est recyclé? Je rigole. Non, c'est sur une partie des projets, en fait. On fait attention que les projets, notamment au niveau de la French Tech Mission, il y a une opération qui a été lancée qui s'appelle Tech for the Planet, si je me souviens bien, par exemple. Et on a des startups qui sont au sein de l'incubateur PACA Est qui participent à cette opération. Donc, il y a toujours un volet durable aujourd'hui. C'est devenu… Toujours, oui. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a Agnès qui pose la question, quelques détails sur le French Tech Visa.
Alors, c'est le seul dont je n'ai pas aujourd'hui d'informations. C'est quelque chose qui a été lancé il y a quelques années. Je ne sais pas s'il est renouvelé, le French Tech Visa. Alors, de mémoire. Pour information globale aussi sur comment ça va se passer au niveau de nos échanges. L'idée, bien évidemment, Farouk va nous remonter aussi beaucoup d'informations au niveau de notre communauté startup et avec Romain et toute l'équipe, bien évidemment, de Télécom, on va rediffuser l'ensemble de ces informations. Vous savez que nous avons une page aussi LinkedIn, donc n'hésitez pas aussi à aller régulièrement parce qu'on va passer pas mal d'informations, on va faire remonter puisque le but est de diffuser cette info. Donc, l'idée étant de travailler, comme on connaît bien Farouk, l'idée c'est que dès qu'une information doit être poussée vers l'ensemble des entreprises, Farouk nous passe et nous, on va relayer cette information. Donc, on va essayer de toute façon, le plus dur, c'est d'avoir l'information et nous, on va essayer de la relayer un maximum. Et c'est dans cette philosophie-là qu'on se positionne avec Romain. Donc, Agnès te remercie. Merci. Mais la prochaine, Farouk va faire nécessaire. Si, par exemple, tu as des informations, merci à Romain voilà le lien du LinkedIn sur lequel pardon, je vous demande de vous inscrire. Pourquoi? Parce que avec Romain, on va relayer vraiment cette information que Farouk va nous donner. Alors, et pour nous notre mission aussi. Merci Frédéric. J'ai pas mis mes coordonnées, mais bien sûr, tu peux les laisser. Hein. Mes bureaux sont au Totem. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'appeler, m'envoyer des mails, vouloir des informations, surtout qu'ils n'hésitent pas. J'ai un peu de temps actuellement, donc je viens d'arriver, donc c'est le moment ou jamais de me contacter. Voilà, donc là, vous pouvez prendre effectivement contact. Philippe, bonjour Philippe. Concernant la French Tech Visa, ce serait bien de savoir s'il existe toujours. C'était un très bon dispositif pour attirer et garder des talents. Ah, ben c'est bien. Donc Farouk, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc il y a des gens qui ont utilisé donc ce programme. Je pense, pour parler à la place de Philippe, et Philippe, tu me répondras en chat, mais je pense qu'il y a de Schema Venture, il y a des gens qui ont utilisé ce programme-là, ça doit être ça, non? Voilà, j'aime quand Philippe me dit oui, oui, ça veut dire que c'est top. C'est bon, merci Philippe. Donc, si on peut remonter de l'information, Farouk, là-dessus, que nous, on la diffuse sur notre LinkedIn, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Farouk qui est avec nous et qui sera régulièrement avec nous, hein, sachez-le, parce qu'on ne peut plus dissocier et on ne veut pas dissocier maintenant notre communauté startup et la French Tech. Sachez que la French Tech, je le répète, travaille sur les 4 territoires et qu'avec Romain, sachant que nous, on travaille sur plutôt le territoire de Sophia Antipolis avec Télécom Valley, l'idée, et comme on l'a fait d'ailleurs lors d'une dernière intervention et lors de notre dernière communauté, c'est de donner la parole aussi aux startups de Cannes, de Nice, de Grasse, hein, puisque le but, c'est bien sûr de partager les réseaux et les business. Hein. Donc, on ne va pas se cantonner uniquement à être entre sophipolitains. L'idée est vraiment d'échanger et Farouk nous donnera aussi des contacts et des conseils aussi pour voir qui on pourrait mettre en avant. Et la prochaine communauté startup aura lieu d'ailleurs en commun avec Canisep. Tout à fait. Donc, c'est assez important parce que justement, c'est plus que des mots. C'est bien de faire de la preuve. Et la preuve, justement, on travaille avec Canisep, avec qui on travaille déjà pas mal. Et puis, on travaillera aussi avec, la dernière fois, c'était quelqu'un de Nice Startup, hein, Romain, si je ne me trompe pas. Et puis, on va travailler aussi avec Michel Schwind de Grasse pour faire intervenir quelques startups de Grasse. Plus de questions par rapport à… Oui. Juste pour information, moi, tous les jeudis matins, on a une conf call donc, avec la French Tech Mission. Donc, voilà, c'est toutes les semaines, tous les jeudis matins. Donc, si vraiment il y a des informations, des demandes particulières par rapport à certains programmes de la French Tech, surtout n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Hein. Je pose aussi également des questions à la French Tech Mission. Donc, surtout n'hésitez pas. Moi, je fais remonter tous les jeudis. Ça, c'est très important, la méthode que tu proposes, Farouk, parce que c'est vrai que c'est une méthode qui nous manquait avant. C'est de pouvoir te poser des questions, de toi les remonter d'un seul coup au national et qu'on redescende du national pour voir où est-ce qu'on peut se positionner. Car il y a des financements possibles avec la French Tech, et ça, vraiment, j'insiste bien là-dessus. Maintenant, il faut rentrer, bien évidemment, dans les critères ou voir comment on peut monter des pôles pour optimiser nos startups. Mais je pense que là, on va avoir des belles choses à faire ensemble. Je vais juste un beau challenge. Hein. Vous avez vu le résultat hier de French Tech 120, FT 120 et Next 40. Donc, il y a quand même du travail pour qu'on apparaisse aujourd'hui dans les radars nationaux des investisseurs, etc. Donc, oui,
Tout à fait. Non, mais oui, j'ai vu. Oui, il y a combien de sociétés de chez nous qui sont listées? Mais sur la région PACA, il y a 4 ou 5 sociétés. Il y en a une Alpes-Maritimes qui est à Sofia, qui est Voilà. Flexfuel. Voilà. Voilà. Donc d'ailleurs, si elle écoute et si elle peut nous revoir sur YouTube, on l'invite à prendre contact avec nous. Et puisque avec Romain, avec Farouk, on est prêt à venir les rencontrer, visiter leurs locaux. Ce sera un grand plaisir qu'ils soient dans notre communauté. N'est-ce pas, Romain? Oui, complètement. D'ailleurs, enfin, je les ai contactés ce matin, donc voilà, j'espère qu'on aura. Voilà. Juste dire aussi que sur notre territoire, il y a aussi une grosse start-up sur notre territoire qui n'a pas son siège ici, mais qui a des bureaux à Cagnes-sur-Mer, qui s'appelle Ubi Transport, aussi pour la deuxième année dans le Next 40. Donc voilà, ça, à Côte d'Azur, des grosses start-up et après qui sont reconnues au niveau national. Donc voilà, ça c'est bien. Et autre point, je voulais dire, voilà, n'hésitez pas aussi, donc à tous les participants, n'hésitez pas donc à poser des questions qu'on remontera à Farouk et également à nous solliciter si vous avez des sujets à partager, si vous voulez intervenir lors des prochaines réunions, soit à partager des choses via LinkedIn, soit à participer et à mettre en avant des informations, tout ça. Donc voilà. Si je peux rajouter quelque chose, Romain, le totem ici, il est à disposition des 4 associations, notamment de Télécom Vallée. Donc, si vous avez des startups membres qui veulent organiser des réunions ici, qui veulent rencontrer des services publics, qui veulent juste pour leur business avoir une salle, etc., surtout qu'ils n'hésitent pas. Ok, merci Farouk. Qui est ouvert. Hein. Merci. Non, ça c'est très important parce que ça veut dire que nous aussi, on peut offrir sur Sofia le Business Pole et maintenant on a une adresse aussi sur Nice avec la French Tech et le Totem. Et donc voilà, on couvre l'ensemble une partie du département. Merci Farouk infiniment. De toute façon, on se retrouvera. Tu peux rester avec nous sur la suite de cette communauté si tu le souhaites. Avec plaisir. Merci. Romain, si tu veux prendre la parole, présenter Philippe ou comme tu veux, comme tu le souhaites. Je te laisse faire. Philippe Elie, Philippe, si tu peux mettre ton micro. Merci Philippe. Donc, non, mais je laissais Romain parler, mais pas de problème. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable, c'est parfait. Philippe, je pense que là, l'idée, c'est de te faire intervenir pour des choses concrètes et avoir du conseil aussi par rapport à nos startups, puisque les startups, c'est une entreprise avant tout et ça a besoin de conseils et de bons plans, ce qu'on essaye d'ailleurs de faire avec Romain, avec Farouk au niveau de la French Tech et de remonter les infos et au niveau de Télécom Vallée. Et on voulait te faire intervenir aussi par rapport à ton expérience et ton implication au sein de Télécom Vallée et ton implication au sein de cette communauté. Écoute, avec grand plaisir. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour me donner cette opportunité. Alors, pas de vous rencontrer, malheureusement, le sandwich de Business Pole me manque. Moi aussi. Comme tout le monde, j'imagine. Mais effectivement, donc, comme je suis le 18 dans l'équipe, je vais très rapidement me présenter. Donc, Philippe Elie, je suis en charge d'une société qui s'appelle Infoblox, qui est une société spécialisée dans la sécurisation des infrastructures cloud. Donc, c'est une société de cybersécurité. Je suis responsable pour l'Europe du Sud. J'ai fait toute ma carrière dans l'Internet, dans la high-tech, dans la cybersécurité. En fait, j'ai commencé ma carrière chez IBM à la Gauche. J'ai fait mes études dans la région. J'ai dû quitter la région dans les années 90, donc ça remonte. Et je suis très heureux depuis un an d'être revenu au Bercail avec mon épouse et donc très heureux de faire partie de Télécom Vallée et puis faire partager modestement mon expérience et d'aider des entreprises de la région à se développer et puis aussi surtout à faire face à la crise et à les aider si possible dans la transformation certainement qu'ils doivent faire pour faire face à cette crise. Donc voilà, on parlait de start-up, scale-up. Effectivement, dans ma carrière, j'ai travaillé dans des grands groupes. J'ai travaillé donc chez IBM, chez Cisco, chez Akamai, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir rejoindre des entreprises quand elles étaient vraiment au tout début de leur croissance. En 2007, j'ai rejoint une société qui s'appelle toujours, d'ailleurs, parce qu'elle existe toujours, elle est maintenant établie, qui s'appelle Riverbed. À l'époque, il y avait 3 personnes à Paris. J'avais une personne à Madrid, une personne en Italie, et j'étais en fait j'étais embauché pour créer la première région en Europe. Et j'ai accompagné cette société pendant un total de 7 ans. Les 2 dernières années, j'étais en charge des opérations au niveau européen, où il a fallu effectivement que je prenne en charge un certain nombre de transformations dans l'entreprise pour la faire passer, là pour le coup,
d'une start-up déjà un petit peu établie quand même à une société qui, à la fin, quand je suis parti, faisait à peu près 2000 personnes. Aujourd'hui, bon, je suis chez Infoblox, c'est une société pour le coup qui est plus qu'une scale-up, mais qui aussi se transforme en interne. Donc, j'aurai l'occasion de revenir sur un certain nombre d'exemples. Donc voilà, par contre, ce que je n'ai pas prévu de couvrir aujourd'hui, c'est l'aspect financier, investissement, série A, série B, tour de... Il y a des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai prévu de vous parler de sujets qui me passionnent personnellement et qui sont donc tout d'abord la stratégie commerciale. Parce que quand on cherche à passer de cette étape de start-up à scale-up, en fait, il faut s'asseoir un petit peu. Il faut se dire, bon, finalement, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moins? Comment je m'y prends? Donc, essayer de faire des choix et de comprendre effectivement où doivent être les focus. Donc, c'est ça que j'appelle stratégie commerciale et je vais essayer d'être, comme tu le disais, Frédéric, pratico-pratique en prenant un certain nombre d'exemples. Parce qu'il y a des choses que j'ai faites qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Donc, je vais partager ça avec vous. Le deuxième sujet que j'ai en tête, c'est en fait la conséquence de cette stratégie commerciale, c'est l'organisation qu'il faut qu'on se dote pour effectivement la mettre en œuvre, cette stratégie. Et puis un sujet qui est pas très sexy, mais qui est important, c'est la gouvernance, c'est les outils, c'est les process, mais il n'en faut pas trop, mais il en faut un petit peu. Et en général, passer de start-up à scale-up, ça nécessite oui, de mettre un petit peu de rigueur dans un certain nombre de choses et mettre en place les outils et les disciplines, quelquefois, qui ne sont pas toujours en place. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet que j'ai en tête, c'est en fait, ça pourrait être le premier, c'est tout ce qui est, c'est le côté humain. Moi, j'ai constaté que finalement, ce qui est le plus compliqué quand on veut faire cette transition, c'est pas tant la stratégie commerciale finalement, c'est pas tant les organisations, les outils, mais c'est effectivement de faire en sorte que ces changements soient non seulement acceptés, mais soient vraiment achetés et complètement, je dirais, appropriés par les équipes. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand on est une start-up et qu'on cherche à évoluer, c'est quelque chose qui est très, très émotionnel. Moi, je me souviens que quand la société Riverbed à laquelle j'appartenais depuis, j'étais quasiment, je faisais partie des dinosaures qui étaient au début de l'expérience, et quand j'ai vu des gens arriver de très grosses structures, de MC, etc., je me suis un peu senti dépossédé. Et je pense que ça fait partie des choses aussi qu'il faut intégrer. Et là, on parle vraiment d'humain et on parle de conduite du changement finalement. Faire en sorte de minimiser le turnover, de faire en sorte que ce soit le moins disruptif possible. Donc voilà les trois sujets, j'espère que ça correspondra à vos attentes. Donc pour commencer par la stratégie commerciale, je voudrais commencer par une anecdote. En fait, quand j'ai rejoint cette société Riverbed en 2007, donc je suis allé voir la personne dans mon équipe qui était à Madrid, qui était toute seule, sans bureau, qui travaillait de sa voiture, pour faire une première business review. Et je me souviens que cette réunion, Andrew à l'époque me disait, bon, je fais à peu près 900 000 $ par an de revenus, donc c'était déjà un bon petit business. J'ai, je crois, 30 clients et j'ai 25 partenaires. Tu as 30 clients et tu as 25 partenaires. Explique-moi. Et effectivement, ce qui se passait, et ça se comprend, c'est que dès qu'il y avait un projet, on demandait aux clients, bon, avec quel intégrateur vous avez l'habitude de travailler. Vous travaillez avec Indra, vous travaillez avec Telefonica, etc. Et finalement, on a engagé ce partenaire-là. Mais finalement, on s'est rapidement aperçu que sur ces donc 25 partenaires, il n'y en avait peut-être que 5 qui, à moyen terme, présentaient de l'intérêt pour l'entreprise. Les autres étaient là uniquement d'une façon très, très opportuniste, en fait. Et ça m'amène effectivement au premier sujet qui, pour moi, est un sujet important quand on cherche à redéfinir la stratégie commerciale pour faire cette transition, faire une scale-up, c'est la segmentation. Et j'ai eu effectivement, au début de cette expérience, la volonté de tirer sur tout ce qui bouge, c'est-à-dire de closer du nouveau logo le plus rapidement possible, que le client soit du vertical public, de la finance, que ce soit du mid-market, du compte stratégique, il fallait closer. Mais là, l'idée de segmenter, c'est de se dire, bon, si je prends les grands comptes, est-ce que les grands comptes correspondent à une cible que je dois adresser? Est-ce que j'ai l'offre qui correspond bien? Mais pour les adresser, là, je prenais l'exemple des partenaires, il me faut des partenaires qui sont le bon go-to-market pour adresser les grands comptes. Et très souvent, là, on va trouver des acteurs qui sont sur le marché, qui sont installés, et on va trouver des gens qu'on a dans la région, des Accenture, des Orange, des IBM, des Capgemini, des Atos, et très certainement pas les 25 partenaires que Alejandro avait commencé à développer en Espagne.
Et donc ça, c'est vraiment le premier sujet que j'ai dû mettre en œuvre dans cette société Riverbed et ce sur quoi je travaille actuellement aussi chez Infoblox, c'est de développer des partenariats avec des gens qui vendent de la valeur, qui vont travailler au niveau CIO, au niveau RSSI, au niveau direction fonctionnelle, dans le cadre de projets business. Et là, typiquement, et donc c'est un big bet, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est la difficulté quand on veut devenir une scale-up, il faut prendre des ressources qui normalement sont dans le court terme, dans l'opérationnel, dans le tactique, et être capable de prendre une ressource, par exemple, et de l'affecter à quelque chose qui est un pari, un big bet, mais qui va se traduire par quelque chose de significatif peut-être dans 9, 12 mois, voire plus, mais qui est absolument nécessaire. Et donc, c'est effectivement ce que j'ai pu faire avec mon équipe, et puis la preuve en est, c'est qu'au bout de 12-18 mois, on a signé, par exemple, un très grand compte de l'industrie, justement, avec Accenture, dans le cadre d'un programme absolument global qui consistait à faire des économies d'échelle et à homogénéiser l'ensemble de l'infrastructure informatique de cette société. Et c'est un dossier qui, à l'époque, a représenté, je crois, 4 millions de dollars, ce qui était le plus gros dossier jamais signé à l'époque par mon équipe. Alors que sans ce partenariat avec Accenture, j'aurais eu absolument zéro chance d'être, ne serait-ce que dans le radar, tout simplement, de ce client. Donc ça, je pense que c'est un premier exemple concret du type de pari qu'il faut être prêt à faire pour pouvoir passer à l'étape suivante. À contrario, un autre segment, le segment juste en dessous, dans un modèle pyramidal classique, c'est le segment du mid-market. En bon français, les entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 employés. Je crois qu'il en existe à peu près 5 à 6000 en France. Donc là, il faut effectivement développer un go-to-market qui est différent. Là où tout à l'heure, on parlait d'approche très stratégique, très high-level, là, c'est différent. Il faut du volume, il faut du leverage, c'est-à-dire faire en sorte que les partenaires se comportent comme une extension virtuelle de sa propre équipe. Et là, ça nécessite de développer des partenaires locaux, régionaux. Et chez Cisco, justement, alors pour le coup, c'est tout sauf une startup, mais il a fallu que je crée la division commerciale, la division en charge de ça. Et nous avons créé des postes spécifiques de gens qui sont vraiment en charge d'un territoire, par exemple basé à Strasbourg, en charge du Grand Est, et qui sont responsables à la fois des entreprises du business fait auprès des entreprises clients finaux mid-market, mais aussi des partenaires locaux, de façon à avoir vraiment un contrôle de bout en bout de toute la chaîne de valeur. Donc ce travail de segmentation, moi personnellement, il m'a occupé pendant 2-3 ans chez Riverbed au sein de mon équipe. C'est un travail qui nécessite à la fois du temps, mais qui nécessite aussi des ressources que l'on n'a pas forcément en interne. Et là, pour le coup, il a fallu que je travaille avec des gens comme IDC pour avoir des données marché et aussi travailler dans un mode, j'y reviendrai tout à l'heure, dans un mode plutôt pilote, parce que c'est des gros changements d'approche et il faut y aller aussi quelquefois par petits pas. Il ne faut pas que ce soit trop disruptif. Donc la segmentation, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important et qui permet de caractériser le fait qu'une entreprise passe vraiment dans un mode scale-up. Le deuxième sujet qui me paraît important et un peu relié à ça, parce que là je suis parti plein pot sur un mode partenaire, donc indirect. On parlait de Station F tout à l'heure, enfin on parlait de Station F, j'ai rencontré beaucoup de startups là-bas qui se trouvaient confrontés à des problèmes de conflit, c'est-à-dire que sur certains clients, ils allaient en direct, et puis sur ces mêmes clients, certains partenaires essayaient de proposer, et ça clairement, c'est assez dévastateur. Donc, ce que j'appelle segmentation s'applique aussi à un mode hybride ou à un mode totalement direct. Il faut la question de savoir quels sont les segments que l'on adresse en priorité, quelle est la value proposition que l'on a, la proposition de valeur sur ce segment-là, et quelles sont les ressources en interne. J'y reviendrai quand on parlera d'organisation. Et surtout dans ce cas-là, quels sont les écosystèmes de partenaires dont on a besoin pour adresser tel ou tel segment. Donc ça, c'est pour moi un gros pavé dans la stratégie commerciale. Il y a un deuxième aussi sujet qui m'a occupé et qui est compliqué, c'est un changement potentiel de business model. Dans les sociétés où j'ai eu la chance de travailler, on était dans un mode revente, intégration totalement traditionnel. Et vous savez que maintenant, on passe dans un mode souscription. C'est SaaS. Le mode d'acquisition est maintenant en train de décliner. Et souvent, il faut effectivement changer de business model. C'est ce qui se passe actuellement dans ma société chez Infoblox, qui est une société depuis 20 ans qui a vendu des appliances, des équipements hardware avec du logiciel et qui maintenant est en train de se transformer comme une société purement SaaS.
Et quand on fait ce genre de transition, il y a d'énormes impacts financiers, puisque là, on avait l'habitude de parler de TCV, de Total Contract Value, et là, on va parler de montants récurrents annuels, donc de ARR, de MRR, donc toute une série de métriques qui sont vraiment spécifiques au cloud. Et pour la première fois de ma carrière, je vais probablement l'année prochaine allouer des quotas qui seront peut-être 3 fois plus petits que les quotas de l'année précédente, tout simplement parce qu'on passera d'un modèle TCV à un modèle de business récurrent. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont quelquefois difficiles à maîtriser et qu'on rencontre aussi quand on veut changer d'approche de go-to-market, typiquement quand on veut passer d'une approche revente à une approche de service managé. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le domaine de la sécurité, trop malheureusement, puisqu'il y a énormément de problèmes maintenant d'attaques et toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont attaquées. Et ce qu'on rencontre, c'est que maintenant, ce qu'on constate maintenant, c'est que les entreprises n'achètent plus vraiment des équipements, des solutions pour se protéger contre les attaques, mais en fait font appel à des fournisseurs de services. Et donc, elles payent un service récurrent pour être protégées contre les attaques, par exemple des gens comme Orange Cyberdéfense. Et en fait, pour un éditeur comme Infoblox, ça veut dire qu'on ne va pas en fait faire revendre nos solutions à destination d'un client final, mais en fait, on va installer nos solutions chez un partenaire qui va, autour de ça, construire un service qui va ensuite lui-même revendre à un client final. Donc, le business model est très différent. Et tout ça, encore une fois, ça nécessite un gros travail de fond chez une startup qui veut passer scale-up. C'est justement ce mode qu'on appelle le MSSP, le service managé dans le domaine de la sécurité. C'est un sujet qui m'a beaucoup occupé dans une société qui s'appelle Akamai et qui nécessite là aussi un gros travail de réflexion sur, en fait, qu'est-ce que va faire le partenaire et qu'est-ce que va faire l'éditeur, voilà, et quel est le business model. Mais tout ça pour dire que c'est des réflexions de fond qui nécessitent d'allouer des ressources dédiées et qui nécessitent aussi de penser à l'horizon 12-18 mois. Et ce n'est pas des choses que l'on a l'habitude de faire dans une startup. Je voudrais juste terminer cet aspect stratégie commerciale avec 2 choses. Une chose qui marche, une chose qui ne marche pas. Moi, ce que j'ai constaté qui fonctionne bien, c'est le pilote. J'en parlais tout à l'heure rapidement. C'est que quand on veut typiquement faire une segmentation, c'est un gros boulot. On n'est pas capable de le faire partout et il est intéressant de commencer sur un segment de marché très spécifique où on sent qu'il y a une capacité à obtenir un retour sur investissement d'une façon un peu rapide. C'est ce que les Américains appellent le low-hanging fruit, c'est-à-dire la figue qui est tout en bas et qu'on peut cueillir rapidement. Et c'est effectivement la façon dont on a procédé chez Riverbend. On a commencé par la France, sur un secteur bien spécifique. Et puis une fois que ça a bien fonctionné, on a décliné ça en Angleterre, on a décliné ça en Allemagne. Et cette opération de pilote est importante, là déjà pour tuner l'approche, pour vérifier que ça fonctionne, et puis pour convaincre en interne aussi. Pour convaincre en interne, parce que c'est des approches innovantes et en général, les gens qui ont travaillé dans un mode extrêmement tactique, extrêmement court terme, ne sont pas forcément convaincus. Donc ça, c'est le premier sujet. Ce qui ne marche pas, c'est de se dire, bon, je fais ça partout de la même façon. One size fits all, comme on dit. Et je l'ai vécu personnellement, parce qu'à une certaine époque, j'étais en charge du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et j'ai eu à gérer et à développer une équipe qui était basée à Dubaï, une équipe de 10 personnes, qui était à l'époque des expatriés anglais qu'on avait installés là. Ça marchait, mais on sentait que ça avait quand même beaucoup de difficultés. Il a fallu que je fasse beaucoup de changements pour prendre en compte toutes les spécificités culturelles qu'il peut y avoir, faire en sorte qu'effectivement, je puisse embaucher des gens du cru, des gens qui avaient des contacts, des gens qui avaient un réseau, de façon à pouvoir vraiment accélérer. Et je pense que la tendance que l'on peut avoir, et j'ai fait personnellement ces bêtises au début, c'est de s'imaginer que bon, on va appliquer le modèle partout de la même façon. Et c'est surtout pas le cas. C'est surtout pas le cas. Donc voilà pour la stratégie commerciale. Est-ce qu'il y a des questions? Comment souhaitez-vous qu'on procède, Frédéric et Romain? On prend les questions en temps réel? Oui, si là pour l'instant il n'y a pas eu de questions, il y a juste une remarque de Philippe Chéreau qui disait que je ne sais pas si tu la vois. Oui, d'accord. Maintenant, stratégie d'écosystème où l'enjeu est de trouver des partenaires qui partagent. Absolument. Voilà. Et c'est exactement ça. Et c'est aussi de se définir, en fait, et j'essaie, chez Infoblox, c'est un de mes sujets en ce moment. Je suis en train vraiment de redévelopper le go-to-market dans ma région. C'est aussi de définir ce que l'on attend d'un partenaire.
Et ce que l'on attend d'un partenaire, suivant qu'on va travailler avec des comptes stratégiques ou le mid-market, les attentes sont totalement différentes. Je parlais tout à l'heure d'Accenture avec Schneider, là on parle d'ouverture de porte, on parle d'intégration dans un projet business plus global. Dans la partie mid-market, on va parler de leverage. Et là, il faut effectivement, et on va mesurer la KPI, ça va être ce qu'on appelle le deal reg, c'est-à-dire le nombre de dossiers que le partenaire par lui-même va identifier. Voilà. Et ça nécessite effectivement tout un travail de fond sur comment rendre le partenaire autonome, comment le motiver, voilà, etc. etc. Je voudrais en venir s'il n'y a pas d'autres points sur ce sujet-là, mais on pourrait y revenir si vous voulez, sur l'aspect organisationnel, parce que c'est bien beau de définir une segmentation, mais ce qui va faire en sorte que ça ne va pas rester du slideware, c'est effectivement de mettre en place des organisations qui vont faire en sorte que ça va être exécuté. Et là, effectivement, on va imaginer des équipes différenciées en fonction des grands comptes et des équipes qui vont plutôt couvrir le mid-market, avec des profils très différents. Et c'est là où, effectivement, quelquefois, ça coince un peu. Moi, je me souviens qu'au début, j'ai commencé à recruter je cherchais à recruter des commerciaux très seniors pour avoir cette approche grand compte. Et ce n'est pas forcément évident quand on est une start-up. Et parce qu'en général, ce sont des gens qui sont chers. Et puis, avant de rentrer dans une start-up, ils sont habitués à avoir peut-être une structure, un cadre qui est en général plus établi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour les faire venir, il faut non seulement faut signer un gros chèque, mais c'est surtout qu'il faut aussi leur mettre en perspective la stratégie de la startup, mettre en perspective vraiment un plan à 2-3 ans. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir un plan pour devenir une scale-up. C'est aussi quelque chose qui permet de convaincre des talents externes de nous rejoindre quand on cherche vraiment des gens seniors. Et ça a coûté cher, mais je suis ravi de l'avoir fait parce que ce sont des gens vraiment qui ont amené un ADN très différent de celui qui existait. Et ça, c'est vraiment, je pense, si je veux dire, le nerf de la guerre. Le deuxième point, oui, c'est qu'effectivement, il faut créer des structures pour ce milieu de marché, ce mid-market. Ce que j'ai fait typiquement chez Infoblox, depuis maintenant quelques mois, j'ai créé un segment entreprise avec un inside sales, avec un territory account manager, donc quelqu'un qui a une liste à peu près 150 comptes. Et puis, j'embauche le mois prochain donc une nouvelle personne, mais avec effectivement un mode de fonctionnement qui est totalement différent et relativement séparé du mode de fonctionnement grand compte, avec pour le coup une interaction très étroite avec la personne dans mon équipe qui est en charge des partenaires. Donc, ce sont vraiment des mécanismes assez différents. Voilà. Sur la partie donc opérationnelle, organisation, je vais juste citer faire un point sur la partie outils, méthodes. Comme si je vous le disais, c'est pas très sexy. Mais la notion de CRM là, est très importante. Et là, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les startups. J'ai eu la chance de donner un cours à l'IAE à Nice là, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des étudiants qui avaient fait qui étaient en alternance dans certaines startups. Et plusieurs startups utilisent déjà Salesforce ou HubSpot, enfin un certain nombre d'outils CRM dans le cloud. Et ça, c'est fondamental. Et c'est fondamental non seulement pour suivre l'activité, mais aussi c'est pour partager l'activité dans l'ensemble des équipes. Et typiquement, être capable de suivre de bout en bout ce qui se passe depuis le marketing jusqu'à la vente, jusqu'au closing des affaires. Souvent, dans les entreprises, et c'est encore un peu le cas en ce moment chez moi, on est trop siloté et il manque cette vue de bout en bout. Et quand on veut vraiment devenir scale-up, je pense qu'il faut aussi savoir très précisément si je mets 10 € sur cette campagne marketing, quel sera le ROI? Si je mets 10 € sur telle autre campagne marketing, quel sera le ROI? Est-ce que tel partenaire, j'ai investi du temps pour le former, on a signé des business plans ensemble, etc. Combien de deal reg, combien d'opportunités il m'a rapporté dans les 3 mois qui viennent par rapport à tel autre? Et on a besoin d'avoir ce tableau de bord. Et en général, c'est un tableau de bord qui n'existe pas. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que chez Riverbed, justement, dans les 2 ans que j'ai passé à gérer les opérations au niveau européen, il a fallu monter ces tableaux de bord qui manquaient, de façon à bien piloter l'activité. Voilà. Je termine assez rapidement parce que je ne veux pas déborder trop et puis laisser de la place aux... Quels sont vos moyens de motivation des partenaires dans le mid-market? Alors, en général, bon, c'est des choses assez traditionnelles. Hein. Cédric pose la question. C'est des incentives. Alors, la façon la plus courante, c'est qu'en fait, on définit des niveaux de marge ou des niveaux de discount
en fonction des accréditations, en fonction du niveau de compétence et du niveau d'autonomie qu'ils ont. Ça, c'est le cas dans toutes les boîtes, hein. Après, je pense qu'il faut surtout les motiver avec des incentives, bon, ok, mais je pense que c'est surtout une affaire d'hommes. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, au même titre que people buy from people, mais je pense que les partenaires bossent bien avec les éditeurs qu'ils connaissent bien et qu'ils apprécient. Donc, c'est non seulement effectivement qu'ils comprennent bien l'offre, qu'ils soient formés, qu'ils aient des incentives, etc., mais surtout qu'il y ait un alignement très étroit avec les équipes. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce qu'en particulier, quand vous cherchez à gérer le changement, et je terminerai par ça tout à l'heure, c'est des réflexes qui n'existent pas forcément. Moi, je travaillais dans une société précédemment où ma mission, c'était de la faire transitionner de direct à indirect. Et quand vous allez voir un commercial qui avait l'habitude de faire les propals aux clients, qui avait vraiment le sentiment de contrôler tout, et vous lui dites, bah non, maintenant, il va falloir travailler avec des partenaires. Et c'est le partenaire qui va faire la propale au client. Il se sent un petit peu dépossédé. Et donc, pour motiver, effectivement, pour répondre à votre question, Cédric, pour motiver un partenaire, indépendamment de tous des programmes, les initiatives, etc., il faut vraiment créer cette alchimie entre les équipes. Et peut-être savoir démarrer là aussi par quelques individus au sein d'un partenaire avec lesquels ça passe bien, et petit à petit, la mayonnaise va prendre. J'espère que ça répond à votre question, Cédric. Oui, merci. C'est bizarre cette chat par... ok. Philippe me pose, que penses-tu des BSPCE? C'est quoi les BSPCE? Pour motiver les collaborateurs Top Gun à venir. Je ne sais pas ce que c'est que le BSPCE. Et Philippe va me dire. C'est des bons de vaccination, non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Ce que je vais faire, je vais continuer pendant que Philippe tape sa réponse et puis on viendra à... Bon de souscription à créateur en prise. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas évident parce qu'après, il y a des contraintes légales aussi. Hein, donc, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et quand on veut motiver des commerciaux, on va donner effectivement des SPIF, hein, des incentives aux partenaires, mais rien ne prouve que ça va retomber effectivement dans la poche du commercial. Mais c'est des choses où il faut être créatif, absolument. Alors, oui, Philippe, j'avais juste une petite question par rapport à ce que tu disais quand tu as fait migrer en fait, ton commercial qui faisait du direct vers de l'indirect. En fait, à quel moment tu détermines que tu dois passer du direct à l'indirect ou de l'indirect au direct en fait? Alors ça, c'est la vraie bonne question. Parce qu'effectivement, c'est là où il faut définir, enfin mon expérience, c'est qu'il faut définir une ligne de démarcation super claire. Le nombre, d'ailleurs j'étais étonné du nombre d'entrepreneurs que j'avais rencontrés à Station F qui m'évoquaient ces problèmes de conflits de canaux et de conflits de go-to-market. Typiquement, moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'on va choisir d'aller en direct sur des secteurs, sur des verticaux où effectivement on estime que c'est tellement sensible le temps le cycle de vente est tellement long qu'il faut qu'on se le prenne en direct. Et puis quelquefois, c'est des secteurs qui sont tellement price sensitive, c'est-à-dire qui mettent tellement la pression sur les prix qu'on n'a même pas les moyens de rémunérer proprement des canaux de revente. Donc typiquement, on peut se dire le public, je vais le prendre en direct. Ou je vais me dire le top 200 ou le CAC 40, voilà, je vais le prendre en direct. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, tout le reste, il soit clairement défini que c'est du full partenaire. Et effectivement, dans mes expériences passées, j'ai vécu des situations où ce travail de clarification n'avait pas été fait. Et le partenaire n'était jamais sûr que quand il commence à investir du temps sur l'offre pour engager tel ou tel client, il n'était jamais sûr qu'au bout du bout, il n'allait pas se faire coiffer au poteau par son éditeur qui prendrait l'affaire en direct. Donc ça tue ça. Ça, c'est un tue-l'amour, ce truc-là. Et donc, il faut vraiment définir une ligne de démarcation extrêmement claire pour que chacun soit confiant. Voilà. Et faire en sorte que... Alors, pour revenir sur ta question, Romain, là, pour le coup, effectivement, je me souviens dans une de mes sociétés précédentes, j'avais fait intervenir, dans le cadre d'un kick-off annuel, donc devant tout le monde aux États-Unis, 2 commerciaux. J'avais fait intervenir un commercial qui bossait super bien avec les partenaires, et j'avais fait intervenir un autre commercial qui jouait le rôle du bad cop et qui expliquait pourquoi il ne voulait pas entendre parler des partenaires. Et après, je les ai fait tous travailler ensemble sur, effectivement, maintenant les bonnes pratiques à suivre
et les choses à éviter. Et je pense que là, on est dans la conduite du changement. Justement, ça fait une transition par rapport à ce que je voulais dire. Il faut pas imposer le changement, mais il faut identifier quelques champions dans la startup dont on pense qu'ils vont s'approprier le modèle que l'on veut mettre en place. Là, typiquement, dans cette situation où j'avais pour mission de basculer du mode direct au mode indirect, j'ai vraiment focalisé, je me souviens très bien, sur un commercial qui était en Angleterre, qui s'était vraiment approprié le truc. Et j'avais fait la même chose chez Riverbed, d'ailleurs, pour qu'il explique aux autres, voilà ce que j'en ai tiré et voilà ce que ça m'apporte. Voilà. Et en général, ça marche bien. Et c'est assez rigolo parce que quand on voit qu'on approche de 50% de la population, ça bascule. Il y a vraiment un seuil au bout duquel, quand effectivement les champions commencent à représenter une certaine masse, le truc bascule instantanément. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder sur la conduite de changement qui est absolument essentiel quand on veut faire cette transition. J'en ai parlé tout à l'heure, l'approche low-hanging fruit aussi. C'est vraiment se dire, on va commencer petit. On va commencer petit pour avoir des résultats tangibles rapidement, pour ajuster le tir et pour convaincre en interne. Et ça, c'est ce que j'avais effectivement évoqué aussi sur la reconnaissance. La reconnaissance, le low-hanging fruit, tout ça fait en sorte que les gens comprennent « Ah oui, ah, ça marche finalement. » Et puis lui, il le fait. Ben moi, oui, je suis obligé de le faire. Parce que, voilà. À contrario, il y a quelque chose moi, qui me paraît très dangereux quand on essaie de faire ça, c'est d'embaucher des gens de l'extérieur. On doit le faire quand on est obligé de le faire, c'est-à-dire quand on n'a pas les ressources en interne ou la compétence en interne pour faire, par exemple, cette segmentation, ce travail, Romain, comme tu l'évoquais, de passage direct, indirect, de clarification. Mais embaucher en externe, ça marche à une condition, c'est que les gens soient bien intégrés, comprennent bien ce que ça signifie. Moi, j'ai eu personnellement le sentiment, quand j'étais dans ma startup, de gens qui venaient de l'extérieur et puis qui m'expliquaient un petit peu la vie, quoi. Et ça crée un effet un peu de pushback qui, à mon avis, nuit à ce que l'on veut faire. Donc, il faut faire très attention. Moi, je crois beaucoup plus au fait d'identifier des champions et de faire en sorte que ce projet soit mené en interne par des personnes en place. Et le dernier point, c'est la communication. Il faut surcommuniquer, surcommuniquer quand on veut faire ce genre de transfert. Il faut donner des KPIs, se dire voilà ce que l'on veut atteindre. Alors ça peut être des chiffres, ça peut être du revenu, mais ça peut être de dire on vient de signer tel client grâce à cette nouvelle approche, on vient de signer tel partenariat, et voilà, c'est très prometteur, mais il faut communiquer très fréquemment. Chez Cisco, j'étais en charge d'un programme de gestion de changement où il fallait désiloter les organisations. J'avais travaillé avec un cabinet de conseil externe et on avait défini comme ça des métriques. Et je me souviens, dans les ascenseurs, il y avait en permanence des affiches qui communiquaient aux gens l'avancement des différents indicateurs, etc. Je pense que c'est absolument fondamental. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire. J'espère que ça vous a semblé intéressant et pratico-pratique, comme le disait Frédéric. Je ne sais pas s'il y a des... Merci Philippe. Non, je pense que c'est... Merci, ouais. Moi, j'aimerais bien je parle au nom de Romain, et tu m'arrêtes si Romain, je fais une bêtise, mais l'idée de faire intervenir des personnes comme toi avec des conseils et le prochain entre nous, je pense à celui qui a posé plein de questions, tu vois, genre un Philippe Chéreau, quoi. Ça, on garde le nom Philippe et on met le Chéreau derrière. Donc, il va répondre oui, j'espère, sur le chat. Et voilà, pour que aussi il puisse nous faire partager l'expérience de Schema Venture, je pense que ça serait bien. Mais voilà, de donner des éléments et des bons plans, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses. Mais non, Philippe, pas le piège, mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Change de prénom, Philippe. L'idée, c'est vraiment à chaque fois, à chaque communauté, maintenant de faire un créneau où on apporte des choses pour aider en fait au développement ou avec Farouk des moyens de financement ou quelque chose à... Merci Philippe Chéreau, avec plaisir, on compte sur toi pour la prochaine fois et des bons conseils pour justement développer sa boîte parce que c'est vraiment pas c'est pas évident du tout d'ailleurs de développer une boîte, mais on peut réussir à faire de belles choses. Romain, tu as des annonces à nous faire maintenant. Oui, alors... 5 minutes. Tout d'abord, pour finir, merci Philippe pour cette intervention. Grand merci, oui. Très intéressant. On sait qu'en plus, c'est une grosse problématique, la partie commerciale en fait, pour les startups. Et on peut avoir le meilleur produit du monde. Si on n'arrive pas à le mettre en avant, à le vendre, on reste taqué, quoi. Donc voilà, merci beaucoup.
Oui, alors quelques annonces en fait au niveau de la communauté. On discute, alors on en a beaucoup parlé donc avec au niveau French Tech, au niveau French Tech Côte d'Azur et au niveau des différentes associations. L'idée de créer en fait par territoire des baromètres sur les indicateurs, alors que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de levée de fonds, en termes de personnes employées dans les différentes startups, voilà, qu'on ait une vision en fait de ce qui se passe sur chaque territoire. Voilà, ce serait intéressant de voir ça, de pouvoir communiquer dessus. Et donc au niveau de la communauté, on va solliciter donc les startups du territoire, leur proposer un questionnaire et pour collecter le maximum d'informations sur elles. L'idée aussi, c'est de voir un peu quelle startup travaille dans quel secteur aussi pour pouvoir vous mettre après en relation et pouvoir vous présenter l'une l'autre. Pourquoi pas monter aussi des réunions après au niveau de la communauté, des réunions entre vous pour discuter de sujets ou d'autres. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème des startups sur Sophia, de consolider tout ça et de mettre en avant en fait cet écosystème hyper riche. Voilà. Et aussi, je voudrais aussi parler de David Simplot qui s'implique aussi au niveau des startups sur Sophia Antipolis, aussi avec la CASA. Parce que l'idée est de faire remonter un maximum d'informations avec la CASA pour voir comment la communauté d'Aglo peut nous aider aussi, peut nous donner de la visibilité, hein, puisque la communauté d'Aglo est complètement d'accord pour nous donner et nous faire de la communication sur notre écosystème. Donc voilà, et je pense à Farouk parce que derrière notre écosystème, c'est la French Tech aussi, et on entraîne tout le système, donc on donne de la visibilité à tout le monde. D'où l'idée en fait de Romain, effectivement, de réunir et de faire cet annuaire avec des informations. Romain, et je le remercie, qui a travaillé avec Nathalie de Nice Startup, qui a échangé aussi avec Canisup, et avec Grace justement pour faire un questionnaire qu'on va valider, qu'on va mettre à disposition en fait des membres de cette communauté pour pouvoir compléter et justement créer cet écosystème. Voilà. Et aussi pour préciser que voilà, on peut être membre aussi de la communauté startup, elle est vraiment ouverte à toutes les startups de Sophia Antipolis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous solliciter, à vous inscrire sur LinkedIn. On partagera donc le questionnaire et oui. vous puissiez voilà, apporter des informations. Mais voilà, c'est ouvert vraiment à toutes les startups et plus largement à tout l'écosystème startup en fait de Sophia Antipolis. Donc voilà, c'est hyper important de vous y inscrire, de participer. Je pense que ça permettra de Je voulais donner... préciser une chose, Romain, qui est importante, c'est que nous sommes la seule communauté à avoir une délimitation géographique. Puisque Télécom Valley, l'association en tant que telle, n'a pas de délimitation. Pourquoi nous avons une délimitation et pourquoi Romain parle de l'écosystème sophipolitain? Puisque l'idée, c'est que les startups de Nice aillent plutôt vers Nice Startup, les startups de Cannes vers Canisup et les startups de Grasse plutôt vers le club des entrepreneurs de Grasse. C'est pour ça que nous, et c'est un accord avec les trois autres associations, de travailler sur nos territoires et après, avec la French Tech, de ramener toutes nos associations sur la French Tech et de représenter nos territoires. C'est pour ça que nous sommes la seule communauté de Télécom Valley à se restreindre, entre guillemets, sur le territoire de Sophia Antipolis. Tu as parlé de la question des territoires. C'est vrai qu'au sein de la French Tech, j'ai envie de dire que c'est un travail d'équipe. C'est les startups avec les territoires. Et les territoires doivent faire aussi de leur côté un effort pour justement rendre beaucoup plus attractives les startups, les aider à leur croissance, leur fournir des modèles, etc. etc. Donc, c'est bien que tu précises la délimitation. Elle est liée au fait aussi que les territoires ont un rôle à jouer important pour le développement des startups. C'est évident parce que chacun veut également développer l'économie sur son territoire, et tant mieux. Et après, l'idée au travers de cette de la French Tech, c'est justement de pouvoir échanger entre les territoires et échanger aussi de business entre l'ensemble de nos startups. C'est ça. La French Tech regroupe nos 4 territoires et nos 4 assos. De toute façon, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Voilà, donc pour manquer aucune information relative à la communauté startup, vous avez donc un lien qui vient de s'inscrire. On a une question, c'est quoi la différence avec le LinkedIn, Romain?
Alors, le LinkedIn, ça va permettre en fait de suivre les informations de tout l'écosystème des startups, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau du 06 ou du territoire sophie-politain. Et également, ce sera aussi l'occasion de partager en fait votre actualité. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à nous partager des informations sur votre actualité. Typiquement, Cédric qui posait la question. Cédric, sa société vient d'avoir un prix. Ça peut être l'occasion aussi de communiquer sur ça. Après, l'idée, c'est d'avoir un annuaire qui permettra en fait de mieux connaître en fait toutes les startups et de pouvoir créer en fait des groupes en fonction des secteurs d'activité. Et de voir que sur Sophia, peut-être les biotech, elles représentent un certain pourcentage des startups de Sophia, que pour ma paroisse, la partie marketing, ça représente un certain volume des startups. Comprendre tous les secteurs qu'il y a sur le territoire. Et donc de pouvoir animer des choses tous ensemble, de pouvoir vous mettre en échange, et également voir après avec les 3 autres territoires s'il y a des échanges croisés à faire qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc le lien qu'on a mis là dans la discussion est un lien pour vous connaître et pour commencer à travailler cet annuaire des startups avec des informations qui ne sont pas obligatoires bien évidemment, mais c'est histoire de voir le niveau et connaître plus notre écosystème. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est le réseau social pour partager des infos. Cédric, tu pourras partager l'information d'hier soir, on l'a déjà fait d'ailleurs avec Télécom Valley et sur Twitter. Et voilà, l'idée, elle est là. Farouk, si tu as des informations aussi à passer, on pourra les passer par LinkedIn au niveau de la French Tech et tous nos participants à ce live. Romain, une autre information à passer? Non, pour moi, c'est bon. Voilà, pour moi aussi. Riche comme réunion. On est 13h03, donc on est en retard de 3 minutes, ce qui est bien. D'habitude, on est en retard plus. Donc là, c'est plutôt cool. Donc, moi, je voulais vraiment remercier toute l'équipe, déjà du staff de Télécom Valley, parce que sans elle, nous ne serions pas là. Farouk, merci d'être là et on te soutient. Et Romain, merci beaucoup aussi de t'être investi, puisque le lien en fait qu'on vous a partagé, c'est un travail aussi qu'a fait Romain et qui est très actif également sur la French Tech. Merci Philippe pour ton intervention. Voilà. Merci Farouk, merci Philippe. Merci à vous. Tous. Et on se retrouve, donc vous aurez la date de la prochaine réunion qu'on communiquera en priorité à Philippe.